Alors moi, je vous présente un travail qui est exploratoire pour partie, parce que j'avais déjà travaillé sur Ellen Parker et Carlton Washburn et sur leur diffusion dans l'ère francophone, à partir notamment de la revue Pour l'Air Nouvelle, mais pas seulement. Et j'ai eu l'occasion, il y a maintenant un peu plus d'un an, de me pencher sur la revue The New Era, donc l'organe anglophone, et de me rendre compte que le traitement qui était fait des propositions de ces deux pédagogues était complètement différent entre les deux revues. Alors, pour les situer très rapidement, et en essayant de ne pas les caricaturer de la manière dont ils ont été diffusés aussi. Ellen Parker, c'est une pédagogue américaine, contemporaine de Carlton Washburn, merci, qui est connue notamment pour avoir développé une proposition pédagogique qu'on appelle le plan Dalton ou la méthode des laboratoires, et qui s'est diffusée au cours du siècle écoulé sous la forme des plans de travail. Alors, en fait, elle s'est trouvée à l'occasion d'un de ses premiers postes d'enseignante dans une classe où il y avait une quarantaine d'élèves de 8 niveaux académiques différents, dans le public américain, donc avec 8 programmes différents à suivre. Donc elle s'est dit, il faut que je trouve une manière de les faire travailler tous en fonction du programme qu'ils doivent suivre. Donc elle a élaboré une pédagogie qu'on associe aux prémices des pédagogies de contrat, avec une méthode de suivi des exercices des élèves, des travaux individualisés. On la retient comme, à raison, un des précurseurs de l'individualisation, mais avec une idée faussée de cette individualisation, parce qu'on a tendance à penser qu'elle a uniquement imaginé des travaux individuels où chacun va suivre son programme à sa place sans interaction avec les autres. Or, c'est pas du tout ça qu'elle a proposé. Elle suit en partie aussi l'héritage de Dewey, et la dimension sociale collective des apprentissages était très importante dans ce qu'elle a proposé. Et elle a publié un ouvrage, Education on the Dalton Plan, qui lui a permis de diffuser ses idées. Je reviendrai dessus, un ouvrage qui n'a jamais été traduit en français. Et elle a proposé des déclinaisons qui peuvent aussi bien se penser à l'échelle d'une classe qu'à l'échelle d'une école, et qui en font un projet très souple et très facile à s'approprier dans l'esprit. Et elle le souhaitait comme ça. On n'est pas dans une méthode orthodoxe. Elle a vraiment pensé quelque chose que chacun pourrait se réapproprier pour le resémantiser, pour l'adapter à son contexte. Carlton Washburn, c'est un cas un petit peu différent. Lui aussi est un précurseur de l'individualisation et de la personnalisation, mais il s'est beaucoup appuyé sur la méthode des tests pour adapter les apprentissages aux enfants avec une recherche d'efficacité assumée, qu'il présente notamment dans un de ses ouvrages dont on pourrait traduire le titre par « Ajuster l'école à l'enfant ». Et avec l'idée que, oui, les programmes sont chargés, mais que les enfants ont des besoins différents, qu'ils ont besoin d'un espace de créativité, y compris dans le monde scolaire, et que même si les programmes sont déjà encombrés, il faut trouver les modalités de gagner en efficacité dans les apprentissages où c'est possible pour dégager du temps pour des activités collectives et des activités de création. Ferrière était très intéressé par ce qu'avait proposé Washburn et a tenté notamment d'importer une partie des outils qu'il avait développés à l'École internationale de Genève. Et il déplore au moment de l'ouverture de l'école que le matériel n'est pas encore arrivé. Ce qui s'est le plus diffusé, peut-être, je dirais en France en tout cas, des propositions de Washburn, c'est les fichiers de travail autocorrectifs qu'il avait élaborés, où les enfants étaient complètement autonomes pour vérifier, notamment en arithmétique, le résultat des opérations qu'ils avaient effectuées, et pouvaient même accéder à des fichiers de remédiation sans passer par l'intermédiaire de l'enseignant. Un exemple ici à partir des additions. Si vous avez fait une erreur pour l'addition du milieu sur le nombre des dizaines et que vous n'avez pas trouvé le 9, vous avez vraisemblablement des difficultés à combiner certains chiffres entre eux dans vos additions. Vous allez pouvoir aller chercher la fiche de remédiation F et vous entraîner sur ces combinaisons de chiffres-là en particulier. Donc, libérer l'enfant
de l'adulte et permettre de gagner du temps en libérant aussi l'adulte de cette disponibilité pour 30 personnes qu'il a du mal à avoir. Ce qui lui a permis de développer de très nombreuses activités. J'ai pris quelques exemples photographiques. Mais de très nombreuses activités en extérieur, de jeux, dans un établissement qui était pensé pour ça, parce que l'école de Winnetka dans laquelle il a développé cette pédagogie a été élaborée en concertation entre des enfants, des parents, des enseignants et des architectes, pour que tout le monde puisse y développer les choses comme il le souhaitait au mieux. Donc voilà, des pédagogues qui ont développé des propositions dont on voit, même si je reviendrai sur cette diffusion ensuite, qu'elles ont trouvé des échos, y compris dans l'Europe francophone. Étudier la place de ces deux pédagogues dans Pour l'ère nouvelle, c'est somme toute assez rapide, finalement. Washburn y a signé des textes, 5 textes, qui lui permettent notamment de présenter ce qu'il a développé aux États-Unis, dans les écoles de Winnetka, de présenter certaines de ses réflexions sur la pédagogie. En dehors des articles qu'il signe, on trouve quand même assez peu de références à ses travaux, un peu sous la plume de Ferrière notamment, mais il y en a très peu. Pour Ellen Parkhurst, c'est presque encore plus rapide. Elle ne signe aucun texte dans la revue. Aucun. Il y a juste une traduction d'un article en anglais qui présente le plan Dalton, qui va être publié en 1923. Et puis après, c'est des références, quand on égrène des noms de pédagogues à partir de telle ou telle thématique, qui font qu'elle va progressivement trouver une petite place dans la revue. Alors évidemment, le fait qu'on ait affaire à deux pédagogues américains qui donc écrivent en anglais, c'est l'hypothèse zéro que je ne vais pas développer, c'est plus facile de les publier en anglais dans la revue anglophone. Okay. Et on voit les articles signés par Washburn dans The New Era, il y en a 11, sur des thématiques proches de ce qui est développé en français, mais il y en a déjà plus. Et alors, je l'ai fait que pour lui, je l'ai pas fait pour Ellen Parkhurst, mais au niveau place prise dans la revue, c'est à peu près pareil. J'ai pas fait pour que vous puissiez les lire. Voilà la liste des articles dans lesquels il est mentionné ou traité. Voilà, voilà, voilà. Donc, d'un point de vue quantitatif, on voit la différence. Alors, est-ce que ce sont des gens qui auraient eu une faible diffusion internationale de leurs travaux, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi est-ce qu'on les retrouve pas tellement dans la revue en français? C'est la première hypothèse que je vais essayer de traiter à grands traits. Et puis la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas un rôle de Ferrière comme filtre des propositions pédagogiques pour l'ère francophone qui se répercute dans la revue et à travers aussi le projet éditorial de ces deux revues qui sont présentées comme deux organes de diffusion de la Ligue dans deux langues différentes. Et on verra, et Sébastien prolongera cette réflexion-là à travers d'autres exemples, que ça n'est pas tout à fait ça, et ça n'est pas la même revue dans deux langues différentes, en fait. Alors, Ellen Parkhurst, elle a bénéficié de son statut de montessorienne, déjà pour être mise sur le devant de la scène. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la classe vitrée de présentation de la pédagogie Montessori qui avait été élaborée lors de l'expo de San Francisco, en 1915. Et en fait, la photo qui est là est prise au moment de la visite de Maria Montessori, mais Maria Montessori n'est pas restée toute la durée de l'exposition universelle. Et c'est Ellen Parkhurst qui faisait la présentation de la méthode montessorienne dans cette classe. Elle avait par ailleurs été formée par Montessori elle-même en Italie un peu plus tôt. Donc elle avait mis la diffusion de ses propres travaux entre parenthèses à ce moment-là. Mais donc ça lui a donné quand même une certaine audience. Et puis le plan Dalton s'est trouvé diffusé à l'international de manière assez massive. Son ouvrage a été traduit. Alors Mary Butts parle en 1928, 6 ans après la première publication, de 17 langues. Bertrand, dans son chapitre consacré à Ellen Parkhurst, dans l'ouvrage coordonné par Jean Housset sur les femmes pédagogues, parle de plus de 50 langues. Eh bien, 101 ans après, il n'a toujours pas été traduit en français, cet ouvrage-là. Oui, tout à fait. Il n'a pas été traduit en français. Il existe un seul ouvrage sur le plan Dalton en français qui a été commis par une Belge, Antoinette Guizen, et je remercie Laurent de m'avoir permis d'accéder à cet ouvrage, et qui est la seule référence un peu longue et un peu fouillée en français. Ça, c'est
quelque chose d'assez étonnant. Et il s'avère que, plus étonnant encore, que même si elle n'a pas été traduite en français et même si elle n'a pas de place dans Pour Lire Nouvelles, elle est diffusée en France. Et que quand on brosse d'autres publications francophones, notamment des revues, mais aussi des ouvrages, des références au plan Dalton et des articles consacrés au plan Dalton, dans l'éducation, voilà, je vais pas refaire la liste des... Il y en a. Et notamment beaucoup de témoignages de professionnels, de praticiens, qui expliquent comment est-ce que ils se sont inspirés du plan Dalton pour répondre à leurs problématiques professionnelles et qui expliquent comment est-ce qu'ils ont utilisé cette souplesse pour faire à partir des moyens qu'ils avaient. Henri Bouchet prend la défense d'Hélène Parkhurst à cet égard. Freinet lui-même, dans plusieurs de ses textes, dit qu'il s'est intéressé au plan Dalton. Alors, qu'il s'est intéressé au plan Dalton parce que, justement, il l'a vu fonctionner, là je prends le temps de m'y arrêter un tout petit peu plus, en URSS. Et quand il a rédigé son opuscule Un mois avec les enfants russes, il présente ses observations dans une classe qui fonctionne selon le plan Dalton. Et quand il revient en France ensuite, il écrit au BIE et il demande des ressources sur le plan Dalton pour prolonger sa réflexion. Et on lui envoie notamment l'article tiré d'une conférence de Mary Butts en 1928, qui est paru dans la revue Foi et Vie. Pourquoi est-ce que je souligne le fait qu'il l'a découvert en Russie? C'est parce que on a affaire à deux pédagogues américains et que sur cette question de l'individualisation, il est très sévère, au moins au début, avec Washburn. La technique de Winnetka, donc ces exercices autocorrectifs, est à notre avis une des dernières et des plus parfaites réalisations de la pédagogie capitaliste qui vise à augmenter le rendement. C'est pas faux, c'était l'un des objectifs, à accumuler les connaissances sans se soucier de façon précise de l'utilisation humaine qui en sera faite. Les livrets de Winnetka sont secs, rigides, impitoyables comme un travail à la chaîne. Les chiffres, les nombres, les opérations se succèdent sans aucune ligne qui repose l'œil. Il n'y manque même pas les tableaux de contrôle, donc les autocorrections. D'application pratique, il n'en est trace. Nous désapprouvons totalement ce divorce entre la vie et les techniques de travail. Nous sommes en 1932. Dans l'imprimerie à l'école. En 1934, dans l'éducateur prolétarien, Roger Lallemand, un de ses proches collaborateurs, précise, il s'agit d'acquérir les mécanismes des opérations à propos des mathématiques. Pour cette partie, une réalisation précieuse, collective et d'ailleurs unique au monde, a été mise au point sous la direction de Washburn à Winnetka. Nous avons obtenu l'autorisation exclusive pour la France de la reproduire. Voilà. Et donc c'est au travers de ces débats que finalement, ces fichiers autocorrectifs se feront une place aussi revisités, réappropriés, resémantisés dans la pédagogie Freinet. Donc, on a ces inspirations avérées, cette diffusion qui se fait en France, une visibilité accrue qui est donnée notamment par Freinet, et puis un Washburn qui, de toute façon, s'est employé à diffuser et ce qu'il faisait partout dans le monde, et à l'inverse, ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis, de manière importante. Alors, il a fait des voyages, il a visité plein d'écoles nouvelles en Europe. Il était mandaté par le gouvernement américain. Il a produit des rapports qu'il a diffusés aux États-Unis. Il a fait des conférences de restitution. Il a mené une grande enquête internationale à l'occasion d'un deuxième voyage pour identifier les objectifs de l'éducation pour les éducateurs des différents pays. Et il a produit un ouvrage de synthèse à l'issue de cette enquête où il s'inquiète notamment qu'on soit à ce point incapable, y compris dans le monde de l'éducation nouvelle, de s'accorder sur les finalités de l'éducation et qu'on n'est pas prêt d'arriver à penser des moyens pertinents si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire. En version très synthétique. Et puis on a Ferrière. Ferrière qui, en 1922, l'année de la publication de l'ouvrage de Parkhurst, alors est-ce qu'il a pu le lire? Sa maîtrise de l'anglais est souvent mise en cause. À partir de quoi est-ce qu'il se fait cette idée? Je n'en sais rien, je n'arrive pas à le déterminer pour l'instant. J'ai pas renoncé, mais j'avoue pour l'instant la lacune. Il dit qu'il a visité des écoles qui appliquent le plan Dalton, je sais pas où, je sais pas en quelle langue, je sais pas. La conclusion, c'est je considère cette pratique comme un danger public. Tant dire que pour faire la promotion de Parkhurst, va falloir repasser. Il s'adoucit un petit peu avec le temps. Il considère que voilà, finalement c'est quelque chose à condition de ne pas exagérer le principe du bon. Et puis un peu plus tard que sous la forme atténuée dite de plan Dalton, la méthode de l'école active jouit déjà d'une large diffusion. Bon, il a quand même un avis assez
assez sec sur Parkhurst quand il la rencontre en 29. Hein. Il la croise au congrès d'Elsner, au Danemark, vu dans la journée, puis il égrène quelques noms, Parkhurst, Miss Parkhurst. Ça contraste avec l'idée qui s'est faite de Washburn, qui, dans son tour des écoles d'Europe, va lui rendre visite à Genève, et où il lui dit, où il note dans son petit journal que Washburn est venu de Winnetka, qui voyage avec sa femme et deux collaboratrices, et alors jeune, entre parenthèses 30 ans, rond, je sais pas ce que ça veut dire, simple, sympathique. Vu, jeune, rond, simple, sympathique. Et en fait, il va se développer entre les deux hommes une amitié qui va durer pendant plusieurs décennies et qui explique aussi un petit peu pourquoi est-ce qu'il lui fait un peu plus de place qu'à celle qu'il, je vais dire de manière très contemporaine, laisse en vue finalement dans son petit journal. Je chérirai toujours votre amitié. Voilà, ça fait 35 ans qu'ils s'écrivent et puis qu'ils s'envoient des cartes de vœux avec leurs dames tous les hivers qui sont conservées aux archives de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. Derrière cette dimension très interpersonnelle, mais qu'il me semble qu'il ne faut pas évincer dans la compréhension de ce qui se joue, il y a quand même deux projets éditoriaux différents. J'ai besoin que d'une, j'ai assez. Dans les revues. La revue The New Era, elle paraît 1 an et demi, 2 ans avant Pour l'Air Nouvelle. Dans le premier numéro de Pour l'Air Nouvelle, on n'a pas le projet de la revue. On a le projet de la Ligue, on a ses intentions, mais il n'y a pas de texte qui explique le projet de la revue. Il y a juste, en 4e de couverture, une liste des thèmes sur lesquels on veut des contributions. Ce qui est déjà une forme d'enfermement. Dans The New Era, Beatrice Ensor inaugure le numéro avec un texte qui s'appelle « Our raison d'être », en français dans le texte. Et dans ce texte, elle dit « Encore une revue ? Il est vrai que l'on peut faire des publications sans fin. Tel est l'accueil qui pourrait nous être réservé. Nous en sommes conscients. Comment alors avons-nous le courage de proposer un nouveau périodique ? Parce que The New Era, Éducation pour l'ère nouvelle, a pour but de promouvoir l'éducation dans une perspective internationale et d'enregistrer les progrès de l'éducation expérimentale internationale. Donc il ne s'agit pas de sélectionner des choses pour les mettre en avant, il s'agit d'être une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance de ce qui se fait à l'international, avec une ouverture intellectuelle qui est toute différente. Ce sont là deux dimensions du problème de la reconstruction qui, nous osons le croire, n'ont encore jamais été appréciées à leur juste valeur, et nous avons l'intention par cette revue d'attirer l'attention des éducateurs et du grand public du monde entier sur leur importance décisive. Nous souhaitons que The New Era soit un moyen par lequel chaque pays puisse découvrir ce qui a de la valeur dans les principes et les pratiques des autres. Et là, on a deux projets éditoriaux qui sont complètement différents et qui contribuent à renforcer le rôle de Ferrière, quand bien même il souhaite se débarrasser de la revue, comme filtre sur ce qui est dans l'ère francophone la bonne parole de l'éducation nouvelle à travers Pour l'Air Nouvelle.